Mesdames et messieurs, bonsoir, 20h sur la RTS, le journal, voici les titres. Report de la présidentielle, les députés en plénière depuis ce matin. Les élus du peuple examinent le projet de loi relatif à cette décision. Après plusieurs heures de discussion, ils ont observé une pause. Nous serons en direct avec notre reporter sur place, Ibrahim Ndong. 7 villages de la région de Kaolack connectés au réseau de Sénélec, la Société nationale d'électricité entend relever le défi de l'accès universel en 2025. Séance d'évaluation du contrat de performance qui le lie à l'État avec le MCA. Et puis Jeux olympiques de la jeunesse, encore 1000 jours avant le début de l'événement. Randonnée pédestre en plein dans le 1000 pour mobiliser les jeunes et les femmes. Également les adultes. Le comité d'organisation entend gagner le pari de l'organisation. La compétition se tient pour la première fois en Afrique. Bienvenue à tous. Nous débutons ce journal avec ce CRD pour l'appel de Seydina Limamoulaye. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement, une bonne organisation de la 144e édition de l'appel de Seydina Limamoulaye. Assurance du ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, a présidé cet après-midi la réunion nationale préparatoire Mamadou Sakine. L'autorité s'est engagée à veiller à la sécurité des citoyens entre Djamalaï, Ngor et Yoff. Elle a aussi rassuré quant à l'approvisionnement correct en eau potable ainsi que la mise hors délestage des sites concernés par l'appel. Toutes les dispositions ont été prises sur les instructions du président de la République, Macky Sall, pour que cette cérémonie se passe dans les meilleures conditions. Le CRD qui a été organisé par le gouverneur et le commandement a montré à travers l'exposé du gouverneur que les différents services ont pris leurs dispositions. Ils ont eu à réunir les moyens nécessaires pour que la cérémonie se passe de façon optimale. Ces engagements rassurent le comité d'organisation de la 144e édition. Toutefois, il a soulevé quelques points d'inquiétude. Nous sommes actuellement rassurés face aux engagements qui ont été pris par les différents services concernés au sortir de la réunion nationale qui a été présidée par le ministre de l'Intérieur. Il faut juste signaler quelques problèmes avec l'ONAS. Et on le rappelle depuis des années par rapport à l'insuffisance des camions de vidange, par rapport à des zones aussi sensibles que Yoff et Cambérène, et également Ngor. Pour sa part, le représentant du Khalife général de l'AYN a salué l'assistance de l'État à la famille de Seydina Limamoulaye. Nous remercions l'État par rapport aux mesures prises. Nos sincères remerciements à l'administration pour sa collaboration saine au service des populations. Nous réaffirmons notre reconnaissance envers l'État. Des populations au service vraiment. Le 144e anniversaire de l'appel de Seydina Limamoulaye est prévu les 10 et 11 février. Ils seront des milliers entre Ngor, Djamalaï et Yoff à célébrer cet événement religieux. L'unité, socle de la stabilité sociale et politique, est le thème de cette année. Direction l'Assemblée nationale pour retrouver Ibrahim Ndong, notre reporter qui est sur place pour suivre justement les travaux de cette session en plénière avec les députés qui votent justement, qui examinent le projet de loi relatif au report de la présidentielle du 25 février 2024. Ibrahim Ndong, bonsoir. Ils étaient en pause tout à l'heure, les élus du peuple. Est-ce qu'on peut savoir quelle est la suite qui attend justement le peuple sénégalais? Bonsoir Ibrahim Diédhiou, merci et bienvenue à l'Assemblée nationale. À l'instant, c'est la reprise des travaux après une heure de pause. Mais rappelez tout simplement que, effectivement, comme vous l'avez dit, les députés sont convoqués ce lundi en séance plénière. Et l'ordre du jour porte sur l'examen de la loi constitutionnelle numéro 04-2024, portant notamment dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution de la République du Sénégal. Alors, avant de continuer, il faut tout simplement noter, Ibrahim, qu'il y a deux faits majeurs qu'on peut noter par rapport à cette session plénière. C'est par rapport à deux suspensions de séance. La première est inhérente au non-respect du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, parce que les députés, après la lecture du rapport
de la loi, de la loi. Donc, les députés ont commencé à prendre la parole. Un député de l'opposition a pris la parole. Un autre a voulu prendre la parole et par la suite, le président lui a dit que un seul avait le droit de prendre la parole. Non, il n'était pas convaincu, donc ils étaient tous levés, certains membres de l'opposition, pour envahir le pupitre en brandissant notamment le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, car ils disent que l'article 74 du règlement intérieur stipule que tout député pouvait prendre la parole pour soulever notamment des questions préalables ou questions préjudicielles, ce qui a valu une première suspension de séance. Au retour, le président de l'Assemblée nationale a vraiment donné la parole à tous les députés qui voulaient prendre la parole. Et depuis ce matin, mis à part le rapporteur et le président de la commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits, il n'y a que les députés de l'opposition qui ont pris la parole pour soulever des questions préalables. L'autre suspension de séance était tout simplement relative à un problème de comptage de voix. Mais tout ce qu'on peut retenir, Ibrahima Diédhiou, à ce stade de cette plénière, c'est que plusieurs questions ont été soulevées. Et à chaque fois, le président de la commission des lois était là pour apporter des solutions par rapport aux interrogations soulevées par les différents députés qui se sont succédés au pupitre. Alors, actuellement, ce qu'on peut noter, c'est que à la reprise, les députés de l'opposition vont continuer en tout cas à soulever des questions préalables pour tout simplement essayer de peut-être pousser cette session plénière jusqu'à demain qui sait, parce que jusque-là, le débat sur le fond du dossier n'est pas encore engagé par les députés. Et si les travaux continuent jusqu'à minuit, l'Assemblée nationale, par l'intermédiaire de son président, sera tout simplement obligée de suspendre les travaux pour attendre jusqu'à demain afin de procéder au vote. Alors, Ibrahima, si vous le permettez, nous allons tout simplement rappeler que la commission des lois s'est réunie hier, le dimanche 4 février, sous la présidence de monsieur Diakhaté, c'est-à-dire celui qui est le président de la dite loi, à l'effet d'examiner justement la proposition de loi constitutionnelle numéro 424 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution de la République du Sénégal, qui a été introduite par le président du groupe parlementaire Liberté Démocratie, c'est-à-dire Mamadou Lamine Thiam, qui, au niveau de ses motifs, a tout simplement indiqué que la présente proposition de loi visait à modifier l'article 31 de la Constitution de la République, car dans son préambule, l'article 31 précise que tous les citoyens sans discrimination, la Constitution plutôt, tous les citoyens sans discrimination ont droit à l'exercice du pouvoir et à tous les niveaux. Donc, vous le savez, la mise en place de la commission parlementaire découle donc de l'élimination de Karim Meïssa Wade de l'élection présidentielle du 25 février, conformément à l'article 28 de la Constitution qui précise que nul ne peut être président du Sénégal si il y a une double nationalité. Après vérification, comme vous le savez, le 16 janvier, le décret qui a été signé par le nouveau Premier ministre français Gabriel Attal a permis de comprendre qu'en réalité, en soumettant, les papiers au niveau du Conseil constitutionnel, en réalité, le CIE Wade n'avait pas exclusivement la nationalité sénégalaise. Donc, parmi ces considérants, on voit que le Conseil constitutionnel a motivé sa décision sur ce fait parce que sur la déclaration d'honneur que Karim Wade a servi au Conseil constitutionnel, il avait exclusivement parlé de nationalité sénégalaise, ce qui n'était pas le cas avant le 16 janvier, suite au décret qui a été signé par le Premier ministre français.
Donc, Ibrahima, oui, on va revenir sur les détails justement de tout ce processus qui a conduit à cette session en plénière de l'Assemblée nationale avec les députés qui examinent donc ce projet de loi relatif au report de l'élection de février 2024. Est-ce que, Ibrahima, tous les députés sont présents à l'Assemblée? Quelles sont les tendances qui se dégagent après ce que vous avez entendu? oui, actuellement, Ibrahim Diédhiou, on peut dire que l'Assemblée a vraiment atteint le quorum. Il a atteint le quorum et qu'on voit que pratiquement tous les députés étaient présents pour assister à cette séance plénière. Maintenant, la reprise de la séance a commencé, mais on note encore des problèmes entre les députés de l'opposition et ceux de la mouvance présidentielle. Et déjà, au niveau du pupitre, on voit que certains députés de l'opposition se sont levés pour envahir encore le pupitre. Donc, nous allons essayer de voir, en tout cas, c'est quoi le problème. Mais tout ce qu'on peut dire, Ibrahima, en est que depuis ce matin, seuls les députés de l'opposition, mis à part le rapporteur et le président de la commission des lois, seuls les députés de l'opposition ont pris la parole pour soulever des questions préjudicielles. Donc, si la tendance continue, ce qui veut dire que le débat sur le fond n'est pas encore engagé. Donc, on risque tout simplement soit de procéder à un vote sans débat ou bien de prolonger les travaux. Et si on arrive jusqu'à minuit, ça sera tout simplement une suspension de séance pour donner rendez-vous demain aux députés pour une autre séance. Oui, Ibrahima, juste pour terminer, est-ce que les députés dont vous parliez tout à l'heure, ceux du groupe Liberté et Démocratie, je pense, est-ce que ces députés-là ont pris la parole pour défendre justement leur projet? Voilà, justement, c'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que depuis ce matin, seuls les députés qui ont contre le report de l'élection présidentielle ont pris la parole. Seuls ces députés-là se sont levés pour soulever des questions préjudicielles. Donc, ils sont plus de 50 à se succéder au pupitre et à chaque fois, ils soulèvent des questions qu'ils disent qu'ils n'étaient pas d'accord par rapport peut-être à certaines dispositions prises parce qu'ils soutiennent que, par exemple, avant de convoquer une séance plénière, il faut 24 heures avant et que le rapport soit soumis aux députés 24 heures avant. Là-dessus, le président de la commission est largement revenu pour dire que pour ce qui concerne plutôt la question des procédures d'urgence, il n'y a pas de délai. Et c'est pour cela qu'on parle de procédure d'urgence. Mais actuellement, le groupe Liberté et Démocratie, aucun de ces députés n'a encore pris la parole pour s'exprimer parce que, comme je vous l'ai dit en début d'introduction, que seuls certains députés qui sont contre le report de cette élection ont pris la parole pour en tout cas motiver leur décision. Bien sûr. Merci Ibrahima Ndong. Nous reviendrons à vous au besoin pour d'autres détails relatifs à cet examen du projet de loi relatif au report de la présidentielle du 25 février 2024. Et puis, suspension provisoire de l'Internet des données mobiles. Le ministre des Télécommunications, de la Communication et du Numérique informe le public qu'en raison de la diffusion de plusieurs messages haineux et subversifs relayés sur les réseaux sociaux dans un contexte de menace de troubles à l'ordre public, l'Internet des données mobiles est suspendu provisoirement à partir du dimanche 4 février 2024 à 22h. Les opérateurs de téléphonie sont tenus de se conformer aux réquisitions notifiées sur le document signé donc le ministre de la Communication et des Télécommunications et du numérique, de l'économie numérique, Maître Moussa Bocar Thiam. 1000 jours nous séparent de l'ouverture des Jeux Olympiques des jeunes, les Jeux Olympiques de la jeunesse 2026. À Dakar, des milliers de randonneurs se sont donné rendez-vous dans un lieu emblématique de la capitale sénégalaise, le monument de la Renaissance, de 7 à 77 ans. Ils ont marché sur 7 kilomètres pour sensibiliser sur ce grand événement sportif pour justement l'ouverture qui est prévue le 31 octobre 2026. Mansour Dia et Philomène Constance.
Ce dimanche matin, il y avait foule au monument de la Renaissance. À 1000 jours des Jeux Olympiques de la jeunesse 2026, une randonnée pédestre a regroupé plusieurs habitants de la ville de Dakar. Elle vise à marquer le compte à rebours d'un événement inédit en Afrique. Ce jour, c'est d'abord un moment de communication, un moment d'information de l'opinion, pas seulement sénégalaise ni africaine, c'est le monde entier. À travers tous nos réseaux sociaux, nous sommes en train de célébrer ce jour. Et nous avons pensé le faire de façon assez typique aujourd'hui à travers cette randonnée pédestre qui nous a mobilisés dans les principales artères de Dakar. Le processus de préparation des Jeux continue. Autant nous faisons du travail, ce que j'appelle en laboratoire, autant il est important de célébrer ces moments qui rappellent aux gens ce grand événement à venir où l'Afrique va être à l'honneur pour la première fois. Cette marche a vu la participation de plus de 2000 personnes. Ils sont venus de toutes les localités de Dakar, une ville partenaire des JOJ. La ville de Dakar est présente dans le comité d'organisation. Je rappelle souvent que la ville de Dakar est membre fondateur du comité d'organisation à côté du comité olympique et du ministère des Sports. Nous avons vu la forte mobilisation de l'équipe du maire Barthélémy Diaz qui était avec nous à travers Madame Taille, la directrice des sports, ses équipes, des conseillers municipaux et même des maires de la commune de Mermoz, de la commune de Ouakam qui étaient là avec nous. Mais tout ça, ça montre que le sport, quand il appelle, tout le monde est là, tout le monde répond présent. L'authenticité sénégalaise sera aussi à l'honneur lors de ces Jeux. Nous avons nos spécificités, nous avons notre savoir-faire. Et de ce point de vue, nous sommes en train de discuter. On ne peut pas le dévoiler ici, mais nous sommes en train de discuter avec des partenaires. Nous sommes en train de travailler. Les équipes sont mobilisées pour accueillir la planète entière, à la fois sur le plan organisationnel, mais aussi déjà au plan du spectacle culturel et sportif. Ces jeunes vont représenter le Sénégal en badminton. Après avoir participé à la randonnée, place à une séance d'entraînement. Ils se disent confiants. Ça se passe bien, on progresse bien aussi. Bon, les entraînements sont bien. Nous avons des bons coachs. On était partis au Bénin. Les autres continents qui sont venus, on a pris 5e place. On va gagner, Inch'Allah. Avec cette randonnée pédestre, le Sénégal compte taper dans le mille pour l'organisation et la participation. Pour un tel objectif, ils peuvent compter sur le soutien de la capitale. Nous restons dans le sport football. Cannes 2023, les demi-finales débutent après-demain. Le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, jouera à 20h face à la RDC à MMP. Les supporters ivoiriens pensent que les éléphants vont prendre le dessus, aller en finale et gagner le trophée. Certains soutiennent cependant que ce sera un match assez difficile. Suivant le reportage de nos envoyés spéciaux, Massiré Faye, Mamadou Fall, Pape Mamadou Sek et Ibrahim Mamboub. Le nouveau pont d'Abidjan qui enjambe la lagune ébriée. Abidjan a changé de visage ces dernières années. À l'image de la capitale économique, l'équipe nationale ivoirienne est comme transfigurée pendant la Coupe d'Afrique au point de se retrouver dans le carré d'as. Après les lions et les aigles, les éléphants s'attaquent aux léopards de la RDC. Un match que les supporters attendent avec beaucoup de confiance. Un match vraiment intéressant. Ça serait un match tendu, mais que le meilleur gagne. Mais je sais que le meilleur, ça sera les éléphants. Voilà. Donc bonne chance aux éléphants pour la suite. On va gagner. Bon, je suis sûr qu'on va gagner. Et puis aussi, les joueurs là aussi, dans 2 jours là, ils jouent bien. C'est qu'on va gagner, on va devenir champion de la CAN. On va devenir. CAN seulement, c'est pour nous. CAN va rester ici. Rares sont les supporters ivoiriens qui ont des appréhensions, mais il en existe. La RDC reste un gros morceau. Ce sera un match très difficile parce que le Congo, c'est un pays qui est très solide en matière de football. Ça ne sera pas facile puisque la RDC vient de loin, comme la Côte d'Ivoire aussi. Et ça ne sera pas facile. Si la RDC marque le premier but, ça sera difficile pour les Ivoiriens. Parce qu'ils ont un bloc puissant derrière, donc ça ne sera pas facile d'égaliser. Je crains un peu la sélection parce que lors de ce dernier match-là, on a eu quelques joueurs
qui ont eu des cartons rouges. C'est ce qui m'inquiète un peu. Malgré tout, les supporters des éléphants rencontrés sont convaincus qu'il y a une force qui pousse leur équipe. Un supplément d'âme et la main de Dieu. Actuellement, il y a une rage aux Ivoiriens parce qu'on pensait que tout était déjà fini. Puisqu'on a cru en Dieu, Et puis avec le soutien du Maroc, qui nous a ressuscités, il faut qu'on soit reconnaissant avec les Marocains. La force de la Côte d'Ivoire dans cette compétition, c'est l'esprit de solidarité. Voilà, nous avons un esprit de solidarité. Donc on joue jusqu'à la dernière minute. Voilà, on ne néglige rien. En temps normal, ici d'abord, nous on a un système pour gagner la Côte d'Ivoire chez elle ici. Ça, j'ai 46 ans cette année. On n'a pas eu ces équipes-là qui viennent, nous, on est ici. C'est rare. C'est rare. Donc, c'est ce qui fait on sait toujours que la victoire, ça sera les Ivoiriens. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est tout ce qu'on peut dire, c'est Dieu. Parce que de façon miraculeuse, on arrive à gagner les matchs. On s'est dit, c'est Dieu. C'est notre CAN. Il nous fera grâce de garder la CAN. À moins de 48 heures de l'affiche, Abidjan retient son souffle et retrouve son équipe nationale humiliée à Ebimpe face à la Guinée équatoriale au premier tour. Mais entre-temps, les hommes d'Emers Faé ont un nouvel état d'esprit et sont devenus les héros d'une nation en quête d'une 3e étoile. La CAN, c'est chez nous. La coupe ne bougera pas. Avant de retrouver Ibn Moumoub, nous allons voir avec la CAF qui a fait un premier bilan technique de cette CAN. Ce matin, au Palais de la Culture d'Abidjan, un groupe de techniciens a fait face à la presse pour revenir sur les faits marquants à ce stade de la compétition. Et là, Thierry Dramé nous fait le point. À moins de 48 heures des demi-finales, le groupe d'études techniques de la CAF est face à la presse pour faire le point sur les premiers enseignements de la compétition. Du comportement des équipes aux évolutions tactiques, tout le monde s'accorde à dire que des progrès ont été faits. L'exemple des stratégies défensives mises en place par les techniciens. Les équipes participantes ont fortement densifié leur axe, resserré les lignes défensives, parfois très hautes sur le terrain. Cependant, les chiffres montrent que les attaques ont quand même pris le dessus. Ici, ce n'est pas les attaquants qui marquent les buts, mais on a parlé plutôt de l'animation de l'équipe, en fait. Donc, le progrès, tout le monde peut marquer selon l'animation qui a été mise en place, que ce soit les défenseurs, que ce soit les milieux de terrain ou l'attaque. Mais il faut dire que les équipes ont beaucoup travaillé et ils se sont adaptés à la situation du moment où il fallait vraiment se donner plus de chances offensives. Et donc l'animation offensive, ça concerne tout un bloc. À ce stade de la compétition, 113 buts ont été inscrits. C'est mieux que lors des 2 dernières éditions de la CAN. Le 4-3-3 et le 4-4-2 sont les dispositifs tactiques les plus utilisés cette année. Sur la provenance des joueurs, le championnat de France est le plus représenté avec 90 joueurs, mais on note une forte progression du championnat saoudien avec 75 joueurs. 39 seulement évoluent sur le continent, la plupart en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est le pays utilisant le plus de joueurs locaux, avec qu'un seul joueur évoluant dans la diaspora. Autre fait marquant, les critiques sur l'arbitrage que la CAF rejette. Moi, je peux dire que rien n'est parfait, bien sûr, mais je pense que cette compétition, l'arbitrage ne peut pas être jugé pour aucun résultat dans cette compétition. Je pense que le niveau de l'arbitrage dans cette compétition est vraiment très haut. Et on travaille tous les jours pour améliorer. Il y a une équipe qui travaille tous les jours avec les arbitres. Et c'est ça que nous sommes en train de faire, mettre les conditions en place pour leur donner les meilleures conditions pour développer. Et je pense qu'ils sont en train de rétribuer avec de très bonnes actuations dans les matchs. Les arbitres qui ont officié lors du match Côte d'Ivoire-Sénégal ont été sanctionnés. Est-ce que vous confirmez? Ce genre de choses, bien sûr, que je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas l'information, c'est une chose interne. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a une commission d'arbitrage, il y a un département d'arbitrage et il y a un management de la CAF qui est ici pour faire le mieux, pour garantir que toutes les conditions et l'arbitrage sera toujours à très haut niveau. Le groupe d'études a salué les progrès notés donc dans cette compétition. Une des raisons est la bonne qualité des infrastructures mises en place par la Côte d'Ivoire. L'autre raison, les progrès effectués par les pays dits petits. La conséquence est que les 8 quarts de finalistes de l'édition précédente sont tous out. Le management des effectifs aussi est un facteur important dans la réussite des équipes du dernier carré. À titre d'exemple, le Mali éliminé a fait 26 changements
la Côte d'Ivoire 25, la RDC 21, là où des pays comme le Maroc et le Sénégal ont respectivement fait 19 et 18 changements. Nous allons retrouver Ibrahima Mboup pour justement parler de cette Coupe d'Afrique des Nations. Ibrahima, vous êtes toujours à Yamoussoukro ou vous allez vous déplacer à Ebempe, je pense, c'est à Abidjan ou bien... Bonsoir Ibrahima Diédhiou, nous sommes à Abidjan depuis hier en milieu de journée. La CAN est terminée à Yamoussoukro, l'équipe de la RTS est à Abidjan depuis hier. Nous sommes en direct du centre des médias du Palais de la Culture de Treichville. Alors justement, le Palais de la Culture qui a abrité cette rencontre des techniciens de la CAF qui ont parlé, qui ont fait le point et qui ont sans doute esquivé cette question sur l'arbitrage qui revient toujours. Thierry Dramé qui a demandé justement aux arbitres si l'arbitre du match Sénégal-Côte d'Ivoire était sanctionné. On a vu également ce qui s'est passé face au Mali, le corner de dernière minute qui n'a pas été justement accordé aux Maliens pour poursuivre la rencontre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la CAF a plus ou moins réussi son pari, organisation, mais également respect des normes établies? Par rapport à l'arbitrage, les membres de la commission de développement technique faisaient une opération de com, à mon avis. Ils ne pouvaient pas s'attaquer à l'institution qu'est la Confédération africaine de football devant plusieurs centaines de journalistes. Ils sont dans leur rôle, mais nous, journalistes, observateurs, avons remarqué que dans certains matchs, il y a eu des erreurs manifestes d'arbitrage. Ça a été le cas lors du 8e de finale entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal sur ce penalty refusé injustement à Ismaïla Sarr. D'ailleurs, l'arbitre gabonais, M. Atcho, est rentré au pays depuis jeudi. J'en parlais hier dans le direct de 20h. Ses assistants aussi sont rentrés à la maison. Ils n'ont pas été retenus pour le reste de la compétition. Ce n'est pas une sanction de la CAF, comme je le rappelais hier, mais ils n'ont pas été retenus pour le reste de la compétition parce qu'ils n'ont pas été bons lors du match entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Sur le carton peut-être rouge de Mané, ils n'ont pas donné la bonne couleur. Sur le penalty de Ismaïla Sarr, ils ne l'ont pas sifflé. Les arbitres qui étaient à la VAR non plus n'ont pas fait le job comme il le fallait. Donc tous ces arbitres-là ne vont pas faire le reste de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils vont suivre la compétition à la maison. Monsieur Atcho, par exemple, l'arbitre qui a sifflé le match du Sénégal face à la Côte d'Ivoire, était très bien parti. Certains arbitres, même off the record, vous disent qu'ils pouvaient faire partie des arbitres que la FIFA pourrait choisir pour la Coupe du Monde 2026. Mais avec le match qu'il a fait à Yamoussoukro, c'est sûr que ses chances, j'y arrive, sont considérablement réduites. Et tout cela repose le problème de la désignation des arbitres, Ibrahima. L'arbitre qui a sifflé le match Sénégal-Côte d'Ivoire en était à sa première CAN. L'arbitre égyptien qui a sifflé Mali-Côte d'Ivoire en était aussi à sa première Coupe d'Afrique des Nations, alors que ce sont des matchs où il y a beaucoup de tension. Il faut des arbitres expérimentés qui ont 2, 3 ou 4 Coupes d'Afrique des Nations. Mais c'est un choix de la Confédération africaine de football pour cette 34e édition de la CAN, c'est de faire confiance aux jeunes. Beaucoup d'arbitres expérimentés sur le continent n'ont pas été retenus pendant cette CAN. Certains sont allés à la retraite, c'est vrai, mais d'autres qui formaient les assistants VAR et tout n'ont pas été choisis par la CAF. C'est un choix qu'on peut respecter, mais il y avait des risques. Donner à un arbitre qui découvre sa première CAN un match aussi important que Côte d'Ivoire-Sénégal ou Mali-Côte d'Ivoire, ma foi, c'est un choix assez risqué de la Confédération africaine de football et on a vu les dégâts après. Bien sûr, dans le reportage d'Aïla Thierry, on parlait des infrastructures justement qui sont à la hauteur quelque part en Côte d'Ivoire pour abriter cette compétition. Est-ce que justement le pays organisateur qui va en demi-finale a réussi d'ores et déjà, selon vous, sa CAN, sa Coupe d'Afrique des Nations? Ah oui, c'est une très belle organisation, il faut le dire.
avant la Coupe d'Afrique, la CAN parlait de la meilleure Coupe d'Afrique de l'histoire. On n'en est pas loin en termes d'organisation. Les pelouses sont très bonnes. On n'a pas vu de critique par rapport à la pelouse, alors que c'était une critique récurrente lors des dernières éditions de la CAN, de San Pedro à Abidjan, en passant par Yamoussoukro, Bouaké, dans toutes ces villes, Korogo, il y a eu de très belles pelouses. Les stades aussi sont de qualité, des stades aux normes internationales. La Côte d'Ivoire a eu 24 terrains d'entraînement pour les 24 pays qui participent à la Coupe d'Afrique des Nations. C'est assez rare. Et dans tous ces terrains d'entraînement-là, il y a des pelouses en très bon état. Il y a aussi la sécurité, c'est un élément important dans une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, où vous avez beaucoup de journalistes, beaucoup de supporters, peut-être près de 2 millions de supporters dont on parle, qui ont suivi cette Coupe d'Afrique des Nations. Côté sécurité, rien à dire. On n'est pas au courant d'un incident majeur qui a mis en danger la vie d'un supporter, ça et là. Dans l'ensemble, je pense que la Côte d'Ivoire a réussi le pari de l'organisation. La CAN de l'Aquaba a été un franc succès jusque-là. Il reste encore 4 matchs. On verra ce que ça va donner, mais on peut déjà décerner un satisfecit au pays hôte, la Côte d'Ivoire. Surtout que si la Côte d'Ivoire se qualifie pour la finale, ce sera sans doute le Graal, hein, la cerise sur le gâteau. Et on va voir tout ça avec vous mercredi prochain, Ibrahim Mboupa. Merci. Merci à vous. Merci. Le colonel Abdoulaye Diagne, directeur de l'administration pénitentiaire, porté à la tête de l'Association des services correctionnels de l'Afrique. Il a été élu lors de la réunion de cet organisme au Maroc, réunion durant laquelle d'importantes mesures ont été prises pour l'amélioration des services correctionnels, mais aussi une prise en charge correcte des questions d'éthique. Moussa Mané. Cette rencontre a permis aux directeurs généraux des pays présents d'échanger sur les questions et problématiques qui interpellent les différentes administrations pénitentiaires d'Afrique. Occasion pour chaque directeur de revenir sur les pratiques et la gestion de ces lieux de détention dans son pays. L'autre temps fort de la rencontre, c'est l'élection du président de l'Association des services correctionnels d'Afrique. C'est ainsi que le colonel Abdoulaye Diagne, directeur général de l'administration pénitentiaire du Sénégal, a bénéficié de la confiance de ses pairs. C'est une marque de confiance, c'est également une lourde responsabilité pour nous de travailler dans le sens de l'intégration et de l'amélioration de nos pratiques carcérales. Je pense que la réunion d'aujourd'hui jette les bases d'un renforcement de ses capacités et le pays hôte, le Maroc, qui a une avance certaine sur beaucoup d'autres pays africains, a une bonne expérience à partager avec nous. De ce point de vue, je pense que les défis sont nombreux, qu'il s'agisse de la formation du personnel, des pratiques carcérales, de la sécurité, de la réinsertion sociale. Le nouveau président va aussi travailler pour la reconnaissance de l'association au niveau international. Il s'y ajoute la recherche d'un siège et la mise en œuvre d'un plan stratégique. Profitant toujours de son séjour au royaume chérifien, le colonel Abdoulaye Diagne a rencontré le délégué général à l'administration et à la réinsertion du Maroc. Rencontre durant laquelle un protocole de coopération dans le domaine pénitentiaire a été signé. J'ai le grand bonheur de visiter le Sénégal il y a quelques mois et j'ai vu de mes propres yeux à quel point, au-delà de l'hospitalité bien évidemment et au-delà du cadre général de ce beau pays, j'ai vu le développement qui est réalisé au Sénégal et je peux vous dire que nous avons beaucoup de choses à apprendre nous également de l'expérience sénégalaise. Et le contenu de ce protocole, c'est d'asseoir les bases d'une coopération en matière notamment de formation, de partage de bonnes pratiques, sur le plan de la sécurité, sur le plan des grandes problématiques qui interpellent aujourd'hui l'administration pénitentiaire et la gestion des personnes qui sont la gestion des détenus de manière générale. De ce point de vue, je pense que le Maroc a une bonne expérience et nous avons signé donc cette convention pour nous aider mutuellement et en tout cas améliorer nos pratiques pénitentiaires. Ce protocole de coopération vise aussi d'autres aspects comme la formation des cadres des administrations pénitentiaires des deux pays. Il y a aussi l'échange d'expériences en matière de sécurité des établissements, la réinsertion, entre autres.
Journée de mobilisation des paysans de la Casamance. Le CNCR a convié les producteurs des 3 régions, Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, à une réflexion sur les problématiques du secteur agricole. Cette journée coïncide avec les 30 ans du CNCR. Abdoulaye Sinkare. Les paysans de la Casamance se mobilisent. Producteurs et productrices de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor plaident pour un mieux-être. Ceux qui passent par des préalables comme la bonne gouvernance foncière. Si vous voyez aujourd'hui les productrices qui sont là, c'est la majeure partie, c'est des femmes qui sont dans les blocs maraîchers, c'est des femmes qui sont dans les jardins, c'est des femmes qui sont partout, c'est des femmes qui amènent les produits des hommes pour les vendre au marché. Donc moi je pense qu'elles sont au cœur du développement. On doit prendre en compte ces femmes, les donner le foncier pour qu'elles travaillent. Il y a aussi l'accès au financement qui a toujours été difficile pour les paysans. Nous avons pensé que c'est important de mettre un mécanisme qui permet aux producteurs, après un certain âge, de pouvoir se prendre en charge. Donc voilà des messages forts que nous avons à envoyer auprès de l'État. Si nous prenons le cas du financement, le financement, on a négocié, il est à 7,5%, mais nous voulons ramener ce financement à 5% aujourd'hui. Parce que c'est un moyen extrêmement, ça permet aux producteurs vraiment de disposer d'équipements pour pouvoir booster la production. Notre objectif global, c'est de contribuer très fortement à l'autosuffisance alimentaire dans ce pays-là. Le Conseil national de concertation des ruraux se bat pour une revalorisation des productions familiales, ce au service de la souveraineté alimentaire. La révision de certaines dispositions de la loi agro-silvopastorale est aussi l'une des doléances. Au niveau de l'article 4 de cette même loi, il est mentionné que toutes les politiques et programmes de développement sont définis, sont mis en œuvre et évalués par l'État et en concertation avec tous les acteurs économiques concernés. Le conseil départemental se tient auprès d'eux pour que cette journée soit des plus belles et que le plaidoyer qui sortira de cette journée soit porté auprès des plus hautes autorités pour que le CNCR obtienne gain de cause et que les paysans vivent une meilleure situation par rapport à celle qu'ils vivent actuellement. Cette journée de mobilisation intervient dans un contexte où le CNCR fête ses 30 ans d'existence, 3 décennies au cours desquelles beaucoup d'acquis ont été engrangés. Accès universel à l'électricité. 7 villages de la région de Kaolack sont maintenant connectés au réseau de la Sénélec. Un soulagement pour les populations qui vivent dans ces zones rurales. Mansour Dia et Moussa Mané. La mise en service de ces postes de courant va permettre à plusieurs localités de la région de Kaolack de disposer de l'électricité en permanence. L'ambition pour la Sénélec, c'est d'aller vers un accès universel dans tout le pays. Qui connaît Medina Sabakh, c'était 2 localités électrifiées. Et aujourd'hui, l'ensemble des localités sont dans les projets et programmes, à savoir le programme avec le MCA, le programme BES et PADES, sous financement de la Banque mondiale. L'investissement est de 750 millions, ce qui a permis de raccorder toutes ces localités au niveau du réseau interconnecté de Sénélec. Autre zone, la commune de Ndjebel. Ici, plusieurs villages sont connectés au réseau de la Sénélec. Une vieille doléance des populations qui vient d'être satisfaite. La politique publique que son Excellence le Président de la République a définie, je peux dire que vous avez très bien exécuté cette politique publique. Vous avez nos hommages, nous, la commune de Ndjebel. Et à mon nom, je peux le dire au nom du département et au nom de tous les maires, nous vous disons un grand merci. Aujourd'hui, l'électrification est devenue une réalité à Koumkoum. Soyez-en remerciés. L'accès universel à l'électricité est un des piliers du plan Sénégal émergent. C'est dans ce cadre que l'État déploie d'importants moyens financiers pour permettre aux populations, surtout du monde rural, d'en bénéficier. Le projet PAMACEL d'un montant global de 50 milliards de francs CFA nous a permis d'électrifier ces localités au niveau de Ndjebel pour un coût global de 516 millions de francs CFA. L'électricité va permettre aux élèves de mieux travailler à l'école. L'électricité va permettre le développement d'activités socio-productives pour alléger les tâches ménagères de nos vaillantes femmes, de nos vaillantes mamans. L'électricité va permettre d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens. C'est pourquoi
Son Excellence, Monsieur le Président de la République, en a accordé une importance et veille à ce que l'ensemble des projets et programmes soient exécutés dans les délais, mais aussi à la satisfaction des populations et pour intégrer leurs besoins futurs. L'opérationnalité de ces différents postes de courant contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations. Elle favorisera aussi le développement socio-économique des localités bénéficiaires. Et puis la Sénélec qui évalue le contrat de performance qui le lie à l'État, production, transport, distribution. Des efforts considérables ont été notés avec ses partenaires comme le MCA, la Société d'électricité, entend relever le défi de l'accès universel à l'électricité en 2025. Mahmoud Sagnan. Ce contrat de performance est la troisième génération de contrats que l'État du Sénégal a signé avec l'opérateur historique d'électricité Sénélec. Il se fonde sur la vision de l'État d'asseoir un secteur énergétique caractérisé par une bonne qualité de service. Ainsi, l'atelier permet, entre autres, de démontrer les performances globales de Sénélec. Ce contrat de performance vise en tout cas à faire une évaluation des performances de Sénélec. De performances qui étaient visées. Pour certains, il y a eu des pistes, en tout cas des pistes d'amélioration qui ont été notées par l'auditeur et pour lesquelles déjà c'est pris en charge par Sénélec et qui sont en train d'être mises en œuvre. L'audit du contrat de performance de Sénélec est un exercice qui est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le secteur de l'énergie et il est question de la viabilité financière du secteur de l'énergie. Il est question d'incitation à la performance pour l'opérateur Sénélec. Et bien entendu, avec le ministère du Pétrole et des Énergies et bien entendu MCA Sénégal, nous faisons ce qu'il faut pour nous assurer que le secteur est viable à long terme. Du point de vue des chiffres, aujourd'hui, Sénélec est au rendez-vous, il faut le dire. Ainsi, est-il attendu de la Sénélec une démonstration des performances globales, une présentation des écarts notés dans l'atteinte des objectifs qui lui sont fixés. Qui sont notamment la disponibilité des centrales de Sénélec. Aujourd'hui, tout le monde a vu qu'au Sénégal, il y a plus de 10 ans, nous étions aux alentours de 500 MW, alors qu'aujourd'hui, nous avons 1789 MW. Sur les ouvrages de transport et de distribution, on a vu aussi tous les efforts que l'État du Sénégal a fournis avec ce qu'on appelle les autoroutes de l'électricité, où nous avons plus de 1552 km de lignes et de réseaux pour le maillage de tout le pays, ce qui nous permettrait d'améliorer le taux d'accès à l'électricité des populations, mais aussi de renforcer et de densifier notre réseau électrique. Au terme de l'atelier, la Sénélec compte tendre davantage ses activités vers un accès universel aux services énergétiques, cela avec un coût compétitif supportable par les populations et apte à attirer les investisseurs au Sénégal. Le ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires a rencontré les maires des 60 collectivités enrôlées dans le programme de développement économique des collectivités PEDC. Ils ont fait le point sur l'état d'avancement des activités du dit programme, relevé les contraintes de sa mise en œuvre et trouver des solutions afin d'accélérer les travaux. Mariama Bangoura. Mis en place depuis plus d'un an, le programme de développement économique de la Casamance a connu un retard dans la mise en œuvre de ses activités. Une rencontre est organisée par le ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement avec les acteurs et les maires des communes bénéficiaires. L'objectif est de trouver ensemble les causes de ces lenteurs et de tirer des résolutions. Nous pensons que les infrastructures qui doivent être développées dans les 3 régions, qui peuvent lutter contre la pauvreté, et aussi des activités non seulement pour favoriser la consolidation de la paix en Casamance, mais aussi pour lutter contre le phénomène des changements climatiques. Il y a un faible taux d'exécution des activités, un faible taux de décaissement. Et nos partenaires accordent une importance capitale à cet aspect du problème. Toutefois, les collectivités territoriales bénéficiaires ont pris les devants sur l'exécution des plans de budget. Il y a beaucoup donc de besoins qui sont là. Donc on ne peut pas comprendre qu'on puisse avoir un tel projet qu'il y ait du retard.
Donc s'il y a un retard, ce n'est pas au niveau des collectivités territoriales. Ce retard peut-être c'est dû à des questions de démarche au niveau donc, du PEDEC et peut-être une sorte de coordination entre les ARD, le PEDEC et les agences d'exécution. Mais nous pensons quand même que l'arrivée du ministre va quand même booster cela, ça va être un truc déclencheur qui va permettre quand même d'aller plus vite dans ce projet. Vu l'importance des thématiques qui intéressent la Casamance, cette rencontre avec les acteurs est opportune. Et à la fin, des solutions vont être trouvées. Des recommandations seront faites à l'endroit du coordonnateur du PEDEC, à l'endroit des maires, à l'endroit aussi des ONG et autres acteurs présents dans l'exécution du projet. Bien entendu, tout cela sous la supervision du comité de suivi qui est piloté par le gouverneur de région pour qu'on puisse véritablement cette année 2024 progresser. Pour un coût de 26 milliards de nos francs, le programme de développement économique de la Casamance intervient dans 60 collectivités territoriales de la Casamance naturelle. Ce programme entre dans le cadre de l'équité territoriale mise en œuvre par le chef de l'État. Le ministre de la Culture offre des bourses, du matériel didactique et des ordinateurs aux meilleurs élèves de l'école Tafsir Mor Boye de Foundiougne, en geste pour célébrer l'excellence dans cette école. Claire Diop. À l'école Tafsir Mor Boye de Foundiougne, le ministre de la Culture n'est pas venu les mains vides. Le professeur Aliou Sow a remis des bourses scolaires d'une valeur de 3 millions de francs CFA et du matériel didactique aux 12 meilleurs élèves de l'école, aussi des livres et des tablettes. Objectif accompagner et faciliter les enseignements-apprentissages. La démarche se justifie à plus d'un titre. Cette école a donné les deux parmi les premiers bacheliers du Sénégal. Si aujourd'hui, on parle de l'intégration de l'Afrique au niveau du G20, nous le devons à un ancien de cette école. Si nous pouvons aujourd'hui, fièrement, allègrement, facilement, rallier Fatick en traversant un des plus beaux ports ultramodernes, le pont Nelson Mandela, nous le devons à un ancien de cette école. Cet illustre ancien n'est personne d'autre que le président Macky Sall. Ici, l'excellence est célébrée, les meilleurs élèves sont primés et donnés en exemple afin d'inciter tous les élèves au travail. Et c'est pourquoi j'ai décidé, pour que l'exemple serve, d'attribuer à l'élève le meilleur de chacune des 12 classes une bourse annuelle de 250 000 francs, soit 25 000 francs par mois pendant 10 mois. Et une subvention de 500 000 francs CFA sera aussi accordée aujourd'hui au gouvernement scolaire de l'école. L'école élémentaire Tafsir Aliou Mor Boye est créée en 1893. Pionnière dans le système éducatif, elle a formé plusieurs générations de cadres sénégalais mais aussi français. Aujourd'hui encore, les résultats enregistrés aux examens sont encourageants. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à 23h pour un autre journal.